Donc, bonjour. Je vais essayer de vous présenter un sujet aujourd'hui sur comment l'agilité peut aider un neuroatypique à vivre plus ou moins bien dans sa vie de tous les jours, aussi bien professionnelle que personnelle. Donc, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Benjamin Dovissa, je suis développeur Java depuis longtemps. On va rester pudique sur la durée du longtemps. Je suis également Scrum Master. Et je suis passé par différentes ESN comme SQLI, je suis intervenu chez Enedis et maintenant je suis dans une petite société qui s'appelle SPC Consultant, enfin une centaine de salariés, qui est spécialisée dans le monde de l'industrie. Donc, qu'est-ce qu'un neuroatypique? Déjà, on va définir le concept. Un neuroatypique, ça va être une personne donc, qui a des différences neurologiques. On va retrouver dedans tout ce qui est Asperger, tout ce qui est trouble 10. On va également retrouver les personnes qui sont qualifiées de HPI, ce qui est mon cas. Les TDAH, donc troubles de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité. Il y a les deux. Et donc, il y a tout un spectre qui peut être trouvé sur la définition de neuroatypique. Donc, je vais vous faire essentiellement un REX, donc je vais parler de ce que je connais le mieux, moi. Donc HPI, c'est un haut potentiel intellectuel, et c'est un nom qui est très trompeur. Parce qu'avant, on appelait ça un surdoué, on appelait ça un précoce, mais en fait, non. C'est juste une manière différente de penser, mais un HPI, il n'est pas plus intelligent que n'importe qui. Même souvent, il va être un peu plus con. Je peux le confirmer pour l'avoir vécu régulièrement. Sur certains points, je peux être très stupide. Donc, ce nom est vraiment mal amené. Les HPI, dans la culture populaire, on en a quelques-uns. Un des plus connus, Sheldon Cooper, avec la fameuse règle du lézard papier Spock. Pour les plus anciens, il y avait Malcolm, également. Et pour les plus attachés à Kaamelott, on a celle qui cartonne sur TF1 en ce moment, dans la série du même nom, HPI. Mais à chaque fois, ce sont des visions qui sont toujours un peu caricaturales, parce que le HPI est essentiellement présent dans des séries comiques, quand on regarde bien, parce qu'on appuie sur les traits hors du commun de la personne, mais il y a juste un petit peu la série HPI et la série Big Bang Theory qui insistent sur le côté difficulté relationnelle, qui est qu'on va avoir du mal à comprendre la personne qui est en face de nous. On va avoir un petit peu de mal avec l'autorité également, et on va avoir toujours un petit sentiment de révolte. Depuis que les tests sont en place, on se rend compte qu'on en détecte de plus en plus. Il y a même des gens qui commencent à parler de mode. Il y a 2-3 jours, j'ai vu passer un article qui disait « Votre enfant n'est pas HPI, c'est juste que vous êtes riche ». Personnellement, j'ai trouvé cet article très stigmatisant parce que quand on lisait l'article, HPI c'était classe supérieure et TDAH c'était classe moyenne. Donc quelqu'un qui est à la fois HPI et TDAH est forcément schizophrène puisqu'il fait partie de deux classes. Donc voilà, l'article était très calé sur ce qu'il valait et je ne l'ai vraiment pas trouvé bon. Mais voilà, il y a le fait qu'on en voit de plus en plus et forcément ça provoque un rejet maintenant de la part de certaines personnes qui se disent « Oh, il y a des HPI, tout le monde se déclare HPI, c'est la mode ». Je suis pas sûr que ce soit une mode, vu que c'est pas un choix. Et on se rend compte que les métiers de la tech sont souvent attractifs pour les profils HPI, parce que les défis intellectuels qu'on peut y trouver sont plutôt sympas. Quand on fait de l'algo, quand on fait ce genre de choses, forcément, on accroche sur ce métier-là. Donc pour qui est-ce que j'ai préparé cette présentation? Pour plusieurs personnes, il peut y avoir des HPI qui pourraient avoir du mal à le vivre, ça a été mon cas. Pour les collègues de HPI qui doivent les supporter tous les jours, c'est pas toujours facile.
et pour les non détectés, c'est-à-dire des gens qui peuvent éventuellement se reconnaître et se dire « Tiens, peut-être que ça pourrait expliquer certains traits de caractère chez moi ». Il y a une autre appellation pour les HPI, c'est ce qu'on appelle les zèbres, parce que chacun a des rayures différentes. Donc tous les HPI ont un profil commun, mais aucun ne se ressemble, parce que chacun a ses petites particularités. Et quand on regarde un petit peu, qu'on analyse ce qui se passe, on peut dissocier deux profils. On va avoir les profils complexes et les profils laminaires. Mais encore une fois, comme on n'aime pas la simplicité, on n'est jamais totalement l'un ou l'autre, on est un peu des deux aussi souvent. Il y a le côté dépendant affectif, il y a le QI hétérogène, la pensée divergente, le fait d'être centré sur l'autre. Enfin voilà, il y a tous ces points qu'on peut trouver sur les personnes de profil HPI. On essaye de les regrouper, mais on n'aime pas rester dans des cases trop étriquées, donc on déborde un petit peu à chaque fois. Donc, si on prend généralement, un profil laminaire sera plus stable et plus rationnel, alors qu'un complexe sera plus intuitif. Si on regarde un petit peu les différentes caractéristiques que je reconnais en moi en tant que HPI, on peut noter l'empathie. C'est-à-dire, je vais... Bonjour. Vous voulez que je recommence depuis le début? Il y a toujours, pour moi, il y a un côté empathique, c'est-à-dire que si je vois quelqu'un au boulot en détresse à côté de moi, je vais être en détresse, parce que je m'identifie à lui, et je vais absorber ses problèmes, s'il est triste, s'il n'est pas en colère, et je vais me retrouver souvent dans le même état d'esprit. Ça peut jouer quelques tours. Il y a un côté curieux, toujours à fouiner, à chercher quelque chose. Alors c'est bien quand on est développeur, on a toujours une nouvelle librairie à explorer, un nouveau framework à tester, des choses à voir. Mais il y a cette curiosité qui fait que, gamin, je passais plus de temps à bouquiner qu'à aller jouer dehors. Mais je bouquinais n'importe quoi, tout ce qui me tombait sous la main. J'avais essayé de lire Le Tour du Monde en 80 jours à 7 ans. Bon, j'ai laissé tomber au bout de 3 pages parce que c'était pas mon truc à l'époque. Mais voilà, j'essayais, je testais pour voir ce que ça donnait. Il y a également un côté très versatile. Un HPI va s'ennuyer très très vite. La routine, il n'y a rien de pire. Ça, c'est vraiment le truc le plus mortifère. Quand on pense comme ça, on nous demande de faire tous les jours la même chose, franchement, au bout de 3 mois, je m'en vais en courant. Je ne tiendrai pas. Il y a un côté justicier également, c'est-à-dire que si on voit un collègue qui n'est pas bien, non seulement il va y avoir le côté empathique qui va se mettre en place, mais si on sait pourquoi il n'est pas bien, on va monter au créneau très vite. Et ça peut être dangereux, parce que moi je me suis retrouvé à monter au créneau face à la direction, en étant tout neuf dans la boîte. C'est le meilleur moyen de ne pas valider une période d'essai, ça. Mais sur le moment, c'est là qu'on ne peut pas dire qu'un HPI soit intelligent, parce que moi, à ce moment-là, l'intelligence, elle était en off. J'ai foncé sans réfléchir. Mais voilà, c'est comme ça, on ne peut pas supporter de voir une injustice, quelqu'un qui se prend un tir parce qu'il aurait fait quelque chose alors qu'on sait qu'il ne l'a pas fait, n'importe quoi, c'est pas normal. Donc il y aura une réaction forcément. Et il y a également le côté Saint-Bernard. C'est-à-dire qu'on va rattraper le collègue qui va pas bien, ou la collègue qui va pas bien, on va lui mettre une tape dans le dos, il fallait viens, on y va, on va faire un truc tous les deux, et on va faire en sorte que ça aille mieux. Et ça, par contre, c'est super intéressant parce que ça m'a permis de créer des amitiés vraiment fortes. Parce que ça permet, si je passe une demi-journée, une journée en pair programming avec quelqu'un, à essayer de l'aider, de le remonter, de le remettre à niveau, de lui donner des idées, des trucs comme ça, au bout d'un moment, il y a un lien qui se crée avec la personne et on sait qu'on pourra compter l'un sur l'autre.
Et ça, c'est vraiment intéressant. Un autre problème, par contre, c'est la pensée en arborescence. Ça peut être utile en réunion, quand on analyse un projet, qu'on va le lancer, parce qu'on va penser à 14 trucs à la fois. Et non seulement on pense à 14 trucs, mais chaque 14 va en donner 14, et 14, et 14, donc ça peut aller très très loin. Donc on va avoir... en fait, on va voir des détails là où les autres auront une vue d'ensemble. Et on va soulever les petits points qui vont poser problème, que les gens qui ont la vue d'ensemble n'ont pas forcément vu tout de suite. Mais en même temps, ça va les agacer parce qu'eux, ils veulent garder leur vue d'ensemble. Ils ne veulent pas, pour l'instant, s'attarder sur les petits détails. Donc il y a aussi ce point-là qui peut être un peu à double tranchant. Et l'esprit d'escalier, ça c'est celui qui me frustre le plus. L'esprit d'escalier, c'est on se prend la tête avec quelqu'un et 3 heures plus tard, on se dit putain, j'aurais dû lui dire ça. Là, je l'aurais bien mouché. Mais c'était il y a 3 heures. Donc, bah tant pis. Mais voilà, on rumine beaucoup ce qui s'est passé, on refait la journée, on refait tout ce qu'on a vécu qui ne s'est pas bien passé, et on se demande comment on aurait pu faire pour que ça se passe mieux. Et ça peut occasionner quelques nuits blanches. Mais bon, j'ai été testé, je ne suis pas cinglé. Il y a quelque temps, j'ai entendu une chanson avec une citation que j'ai trouvée très juste. C'est Stromae, dans une chanson qui s'appelle L'Enfer, et qui dit « Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, je ne sais pas vraiment quoi faire de toi, parce que justement réfléchir, c'est bien le problème avec toi. » Ça s'arrête jamais. Jamais, jamais. Moi, je suis suivi depuis plus de 10 ans par une psychiatre. Elle m'a dit « Il faut lâcher prise, je ne peux pas. Je n'y arrive pas, ça ne s'arrête jamais. Je ne sais pas quoi faire. » je sais qu'il y a des personnes qui peuvent développer des addictions à cause de ça, parce qu'ils vont essayer de s'anesthésier. C'est quelque chose que je me suis toujours refusé à faire, mais c'est pas pour une hygiène de vie, c'est parce que ça me fait peur. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut créer une détresse. Ça, je l'ai vécu il y a quelques années, maintenant j'ai réussi à l'apprivoiser un petit peu, mais ça peut créer une détresse d'avoir ce truc qui tourne en permanence. Dans la série HPI, dans le premier épisode, elle a une réflexion, c'est « mon cerveau part devant et moi je cours derrière ». C'est typiquement ça. Et il y a des moments où on a juste envie de lui dire « mais arrête ». Mais non. Notre cerveau n'est pas notre ami dans ces cas-là. Le problème des HPI, souvent, ça se ressent au niveau de la scolarité. Harcèlement, solitude et échec scolaire. Pour moi, relativement tard, j'ai eu de la chance à ce niveau-là, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, il faut faire attention, si on sait qu'on a un enfant HPI, il faut le surveiller comme le lait sur le feu. J'ai 2 enfants, tous les 2 HPI. Mon fils a été harcelé dès la primaire. Il se faisait tabasser régulièrement dans la cour d'école, les instits ne disaient rien. Il est devenu extrêmement solitaire, il a encore du mal aujourd'hui, mais ça va mieux. Il remonte doucement. Mais en tant que parent, je n'ai pas été assez présent, je le sais, parce que je ne voyais pas à l'époque, je ne comprenais pas. Mais voilà, c'est quelque chose qui peut arriver chez un enfant HPI. Ma fille, elle a fait une très bonne scolarité jusqu'au moment où elle a fait une phobie scolaire. Donc ça fait 2 ans qu'elle n'a pas mis les pieds dans un établissement scolaire, elle a 15 ans. Voilà, donc il y a différentes formes, vraiment ça varie d'une personne à l'autre, et même dans une même famille, on n'aura pas les mêmes réactions de l'un à l'autre. Pour moi, l'échec scolaire m'a forcé à abandonner mon rêve de gamin, donc j'ai été obligé de me réorienter. Enfant, je voulais être vulcanologue. Je voulais grimper sur les volcans et regarder la lave qui coule. Je trouvais ça joli. J'ai pas réussi, donc j'ai fait du Java. Je regarde les bugs qui coulent. Et les explosions de tickets après les mises en prod. Les nuées ardentes. Donc voilà. Au niveau de la vie professionnelle, c'était fin d'études, début de vie professionnelle, j'ai découvert l'algo.
quand je me suis réorienté, j'ai abandonné ma fac de bio, je suis tombé sur un BTS de développeur. J'ai découvert l'algo et pour moi, c'était comme découvrir un jeu, un puzzle. Je trouve un truc à faire, comment assembler les différents morceaux, je les articule dans tous les sens, jusqu'à ce que ça fasse ce que je veux. Et là, j'ai vraiment découvert un truc qui me plaisait et j'ai moins regretté de m'être réorienté. Parce que je suis arrivé là par hasard, mais j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait vraiment. Idem pour la logique informatique. Par contre, boulot, harcèlement, le retour. Numéro 2, certains collègues peu prévenants, on va dire. Et 7 ans de harcèlement moral. J'ai tenu bon, mais ça a été dur. Dépression, tout ce qui va bien. Mais bon, après, il faut en passer par là pour ensuite remonter. En tout cas, ça a été mon cas. Donc finalement, c'est pas que je regrette pas, mais au moins, maintenant, je suis content de là où je suis maintenant. Deuxième étape, je programmais en procédural, merci. Et j'ai découvert la programmation orientée objet. Et alors là, paf, deuxième coup de cœur. Oh, j'aime bien, c'est cool. Ça me permet de faire des modélisations encore plus sympas. Et donc là, pareil, et ça casse la routine. Le cerveau trouve un nouveau jeu, un nouveau jouet à articuler. Et ça permet de mettre en place un petit peu toute une gymnastique sur laquelle on va occuper son cerveau. Et quand il est occupé, il arrête de nous embêter. C'est comme un enfant. J'ai également découvert Scrum et l'agilité. Et en fait, j'ai apprécié Scrum et l'agilité à cause de mon passé de harcèlement moral. Parce que je me suis dit que ça allait me protéger. Parce qu'il y a un esprit d'équipe. Parce qu'il y a un sentiment d'appartenance à quelque chose. Et moi, je le voyais comme une protection. Donc, je me suis précipité là-dessus pour commencer à apprendre et ensuite à en parler autour de moi de manière à ce que ça se diffuse un petit peu. Parce que j'ai découvert Scrum, ça devait être en 2005-2006. Donc c'était au moment où j'étais encore bien harcelé. Et ça m'a vraiment permis de savoir vers quoi je voulais aller. J'ai également pu découvrir la communication non violente. Quand j'étais chez Enedis, j'avais un collègue qui était très porté sur la communication non violente, qui faisait beaucoup de formations sur le sujet. J'ai vraiment aimé ce qu'il a fait. Et ça m'a permis de... On parle souvent, quand on parle de communication non violente, des accords Toltec. Il y en a un qui, pour moi, est le plus important, c'est ne présume pas. Voilà, maintenant, j'ai arrêté de présumer. Quand quelqu'un me dit quelque chose, j'essaye de ne pas me mettre en colère tout de suite et de comprendre pourquoi. Voilà, donc je me suis basé sur ce truc-là pour avancer. Et finalement, j'ai été diagnostiqué. J'ai compris pourquoi j'étais un peu à la marge. Et ben, t'as été diagnostiqué à quel âge ? Ça doit faire 5-6 ans, donc ouais, j'avais 38 ans. Oui, j'ai traîné un moment avant de pouvoir savoir ce qui m'arrivait. Mais en fait, le diagnostic, c'est pas une guérison. Mais le HPI, c'est quelque chose, a toujours envie de comprendre ce qui se passe. Et là, j'ai compris. Pourquoi ? Et donc, à partir du moment où j'ai compris, j'ai commencé à m'accepter. Et qu'est-ce qui t'a mis sur la voie en fait, du diagnostic ? Alors, c'est un truc un peu détourné. En fait, j'avais des gros problèmes de sommeil. J'ai fait une analyse pour savoir si je faisais de l'apnée du sommeil. On m'a dit non, par contre, ce serait bien que vous alliez voir une psychiatre. Ok. Donc je suis allé voir ma psychiatre, elle m'a regardé, elle fait « Oh, HPI !» Bon, bah d'accord, merci. Mais voilà, j'y suis arrivé, j'étais pas dans l'optique de me faire dépister, de me faire diagnostiquer, mais c'est arrivé comme ça en fait. Et comment la psychiatre a diagnostiqué ça exactement ? Il y a des tests. Il y a toute une série de tests. Alors après, il y a différents tests avec des échelles de QI. Alors, le problème du QI, c'est que il y a des échelles différentes, donc les gens ne sont pas d'accord. Il y en a pour la même personne, sur un test, elle aura un QI à 130 et l'autre à 160. Enfin, c'est pas tout mesuré de la même manière. Donc, franchement, le QI, je ne me suis pas attardé dessus. On m'a juste dit, ton problème, c'est ça. Je fais, OK.
C'est déjà bien. Ça me suffit déjà de savoir que je ne suis pas bizarre, que je suis juste différent. Un peu bizarre aussi, mais bon. Et après, ça m'a permis de mettre en avant les autres points de ma personnalité, qui étaient que le côté Saint-Bernard, en le poussant un petit peu, on a envie d'être utile et envie de créer quelque chose. Et pour ça, le développement, c'est bien, parce qu'on peut créer des applis qui aident les gens, on peut créer du code qui va aider les collègues, on peut créer plein de choses. Donc comme je ne suis pas spécialement bon de mes mains, j'ai essayé de me concentrer sur mes doigts avec mon clavier, et là j'ai essayé de faire du code qui filait un coup de main à tous ceux qui en avaient besoin autour de moi. Et là, c'était plutôt intéressant. Ceux qui connaissent reconnaîtront le talk d'Aurélie Vache. Mais effectivement, il y a une très forte présence du syndrome de l'imposteur. Parce que je dis, mais pourquoi on me remercie? On a envie d'aider, mais quand on me disait merci, je fais, non, c'est normal, il n'y a pas besoin de dire merci, j'ai rien fait de spécial. Et alors, quand on me félicitait, alors là, c'était le pire, j'ai vraiment l'impression d'avoir volé quelque chose à quelqu'un. Ça m'arrive encore. Et le talk d'Aurélie m'a beaucoup aidé sur le sujet. Donc, comme quoi les talks, c'est bien, regardez-en. Il est en replay sur TEDx, pour ceux qui veulent le voir. Oui. Exactement. En replay sur TEDx. Au niveau professionnel, ça a eu plusieurs impacts. J'ai pris de l'assurance. J'ai accepté la reconnaissance que je pouvais avoir. Et ça, c'était déjà un grand pas en avant pour moi. Et alors c'est moins violent que quelqu'un qui a une orientation différente, mais moi j'ai fait un coming out au boulot. J'ai dit clairement à mes collègues, voilà, moi je suis HPI, donc s'il y a des moments où je réagis comme ça, c'est normal, il ne faut pas m'en vouloir. Je peux apporter ça à l'équipe, ça, il ne faut pas me le demander, mais voilà. Ils savent pourquoi, ils savent comment je réagis, comment je fonctionne, et on a transformé ça en force. On ne me demande pas de faire les trucs que je ne sais pas faire. Parler à un client, par exemple. Là, je vais être très mauvais, on me l'a interdit de parler au client maintenant. Dès qu'il y a une négociation commerciale, je suis plus bon. Voilà, moi, ce que je veux, c'est que les choses avancent. Quand ils commencent à dire « Ah ben non, je ne veux pas, parce que ça va coûter 30 € de plus. » Voilà, on est tous dans le même bateau, je veux que ça avance. Mais bon. Voilà. Hop. Je fais une marche arrière. Oui, je crois. Voilà. Donc, c'est là que ça permet de mettre en place des choses au boulot et donc de devenir plus efficace encore. Parce qu'à partir du moment où toute l'équipe fonctionne avec une synergie, on a tous nos rôles maintenant dans l'équipe et chacun sait sur quel sujet on peut s'appuyer sur quelqu'un. Et ça, c'est vraiment intéressant. Au niveau personnel, je m'énerve moins, je suis plus calme, je suis plus à l'écoute. J'aurais aimé l'être plus quand mon fils était plus petit, pour pouvoir l'aider un petit peu plus. Mais maintenant, j'essaie de me rattraper. Je suis plus modéré également. Pas toujours. Si vous m'avez suivi sur Twitter, il y a des fois où je m'énerve encore un petit peu. Mais j'essaye d'être plus modéré. J'ai été pire que ça quand même. Mais j'ai toujours cette réputation d'être un râleur. J'avais un petit message personnel, c'est pour ma tendre épouse qui supporte 3 HPI à la maison, qui n'est pas encore partie en courant. Respect. Là, je ne sais pas comment elle fait. Vraiment. Bon, on va quand même parler un peu d'agilité. Ça serait bien, c'était quand même le titre du sujet. L'agilité, il y a 4 valeurs, 12 principes. Les gens qui pratiquent l'agilité dans la salle le savent, les connaissent, les reconnaissent, les ont ingérés. Et certains de ces points m'ont permis de mieux aborder les problèmes que je pouvais rencontrer. Dicton du jour. Non, c'est pas celui-là, pardon. Non, ça c'est un autre. Le dicton du jour. Il vaut mieux une équipe soudée, composée de personnes de niveau moyen que d'individualistes brillants. Ça, c'est le dicton agile qui m'a donné envie d'en faire, parce que c'est là que je me sentais protégé.
Parce que moi, je me considérais comme moyen moins. Et je me disais, si je suis dans une équipe de personnes moyennes, ah bah, au moins, il y aura une équipe avec moi. Et on encaissera tout ensemble. Donc, ce dicton-là m'a vraiment attiré vers l'agilité. Donc, si on prend les différents points qu'on peut avoir, dans les valeurs, on a l'adaptation au changement. Je vais mettre une petite note pour ça, je viens là. L'adaptation au changement, bah, ça permet de combattre tout ce qui est ennui et peur de la routine. Ça va nous permettre de nous réinventer chaque jour et de ne pas être lassé par ce qu'on fait. Ensuite, on va travailler sur le principe d'accueillir favorablement le changement. Et ça va nous permettre de lutter contre plein de choses. Le travail d'équipe va nous permettre de travailler sur tout ce qui est sentiment d'isolement, solitude et besoin de reconnaissance. Et là, vraiment, moi j'ai commencé à m'épanouir avec tout ça. Par la suite, on a également tous les problèmes d'insécurité et d'épuisement nerveux. Parce que sans être un bourreau de travail, le fait d'être en situation d'insécurité en permanence, c'est usant, c'est épuisant. Et donc, on en devient moins efficace, on devient moins productif, parce qu'on est dans le milieu d'entreprise, il faut produire. Et là, non, on a un principe qui est le rythme de développement soutenable et constant. Donc là aussi, c'est quelque chose qui va amener une forme de protection. On va également avoir toutes les problématiques d'insatisfaction chronique et de besoin du sens. C'est-à-dire, quand on travaille pour un client et que le seul but finalement, c'est que le client fasse plus de bénéfices, au bout d'un moment, c'est plus intéressant. On a besoin de sens, on a besoin de se sentir utile, de faire quelque chose. Et c'est pour ça qu'on a en face de ça tout ce qui est excellence technique et qualité de la conception, parce que même si le but final, c'est de faire plaisir au client, au moins nous, on a un but intermédiaire qui est ça, et qui va nous permettre d'avoir un sens dans ce qu'on fait. On hack un petit peu notre cerveau en lui disant, ok, je ne rends pas le monde meilleur, parce que tout le monde ne peut pas le faire, il faut bien vivre, mais au moins, je fais quelque chose de beau dans ce que je fais. Faire du beau code. J'aime bien, moi, lire un code qui est agréable, qui est bien conçu. C'est sympa à voir. Et il y a toujours une satisfaction à faire ça et à préparer notre système. Et quand on met en route, de voir que tout s'anime d'un coup et qu'on arrive à avoir quelque chose de vraiment intéressant. Le syndrome de l'imposteur, il y a aussi quelque chose qui permet de lutter contre. Ça va être l'équipe auto-organisée. Parce que quand on a une équipe auto-organisée, on prend de la responsabilité. On assume ce qu'on fait. Et quand on assume nos tâches, on assume également nos succès. Et là, c'était vraiment sympa également à faire. Parce que ça permet vraiment de lutter contre ce syndrome, de s'approprier tout ce qui peut venir de l'équipe, et de se dire, si on se plante, c'est en équipe, et si on réussit, c'est en équipe. Et on recrée un cercle de protection autour de soi avec ce système-là. Le problème de curiosité et de soif de nouveauté dont je parlais un peu plus tôt, on va avoir le principe d'amélioration continue. C'est-à-dire que pour s'améliorer, il faut chercher des moyens de s'améliorer. Il faut chercher des nouveaux outils. Il faut chercher différentes choses à faire qui vont nous occuper tout simplement. Et donc tout le côté curiosité et soif d'apprendre va être mis au service de cette action-là pour l'équipe.
Il y a le sens de la justice également. Et il y a un Scrum Master qui est là pour protéger son équipe de l'extérieur. C'est pour ça que j'ai voulu devenir Scrum Master. Parce que je me disais, mon équipe, moi j'ai été agressé, les autres ne le seront pas. Donc, j'ai passé ma certif et c'était, je crois que c'est le diplôme dont je suis le plus fier finalement. Pourtant, ça n'a pas été celui pour lequel j'ai le plus étudié. Hein. Mais celui-là, il a vraiment une saveur particulière pour moi. Ma petite certif PSM1, j'y tiens. Et à côté de ça, j'ai commencé avec toute cette prise d'assurance à faire de nouvelles choses. J'ai créé un podcast auquel Fanny a participé 2 fois déjà. Le dîner de tes cons. On est parti de l'idée du dîner de cons. On va prendre un técos, on va le faire parler de sa passion hors tech, sans se moquer, et on l'écoute, gentiment. Et j'ai essayé de transmettre mon savoir. J'ai un blog qui est pour l'instant pas trop alimenté, mais ça commence. Je participe à des conférences en tant que speaker. Quand j'étais au collège, avec le fait de jouer de la flûte devant toute la classe, j'étais en transe. Maintenant, j'arrive à parler devant vous. Je suis content. C'est un accomplissement. Donc, je reconnais que j'ai progressé sur ce coup-là. Et voilà ce que c'était l'agilité pour un HPI. Bravo. Merci. Du coup, Benjamin, on peut te dire merci. Tu sais maintenant le recevoir? Oui, ça fait toujours plaisir. Pas celle-là, parce que tu répètes les questions. Je répéterai les questions. Moi, j'ai une première question. Une question de Fanny. Pour ceux qui ne sont pas HPI et Oui. qui veulent travailler, alors pas forcément qu'avec des HPI, mais tous les neuroatypies dont tu as parlé tout à l'heure, c'est quoi les choses, en plus de l'écoute et de la bienveillance, j'imagine, qu'on peut mettre en œuvre justement pour mettre à l'aise différentes personnes et que ça matche aussi avec l'esprit d'équipe et tout ce que tu as dit tout à l'heure. Donc, je répète la question. Donc, la question, c'est comment, quand on n'est pas neuroatypique soi-même, travailler avec de neuroatypiques et mettre en place quelque chose d'efficace, pour résumer. De mon expérience, déjà, la communication. On en parle, alors, c'est pas toujours facile, tout le monde peut pas... Là, moi, j'ai un côté, je suis complètement sans filtre. C'est-à-dire, j'ai aucun problème pour parler de mes défauts, de mes problèmes, etc. Il y a des gens qui ne voudront pas. Mais arriver à mettre en place un dialogue au sein de l'équipe où chacun va dire sans jugement, ça je peux le faire, je me sens de le faire, ça je ne me sens pas. Je peux aider sur ça, j'ai besoin d'aide sur autre chose. Et donc faire en sorte qu'il y ait vraiment un échange et ne pas insister sur le fait qu'il y en a qui sont supérieurs à d'autres ou n'importe quoi. Vraiment bien comprendre qu'on est différents, mais on est tous là pour avancer dans le même truc, et que le but, c'est d'identifier les forces de chacun, et que le neuroatypisme peut donner des forces qu'un neurotypique n'aura pas forcément, et il faut en tirer parti. Voilà, donc vraiment arriver à discuter, à faire quelque chose de collégial, lever le tabou, c'est pas facile. J'essaye vraiment de lever le tabou sur le sujet, moi, j'ai aucun problème à en parler. On m'a détecté bipolaire, voilà, je suis bipolaire, je ne le cache pas. J'ai été traité pendant des années, j'ai réussi à arrêter mes traitements, je me porte, ça va. Donc voilà, mais tout le monde n'a pas la possibilité d'en parler et il faut y aller en douceur dans ce cas-là, je pense. Et du coup, tu conseilles aux neuroatypiques de le dire? S'ils se sentent en sécurité, voilà. Pas s'ils sont dans un environnement hostile. Parce que malheureusement, le monde de l'entreprise, on a souvent du management par la terreur, des trucs comme ça. Et la moindre différence, quelqu'un qui veut faire du mal s'en servira. Donc il faut vraiment être sûr de soi. Peut-être commencer par en parler avec les personnes avec qui on est à l'aise et élargir le cercle petit à petit. Voilà. Pas forcément le balancer au milieu de l'open space indifféremment. Voilà, arriver avec un t-shirt, je suis HPI. Voilà. Mais essayer. Mais pour moi, le dialogue et la communication.